Vous le savez, ici on parle vélo sous toutes ses formes. Alors si je vous disais qu'il existe en France une fédération qui vous fait vivre cette passion toute l'année partout en France. La Fédération française de cyclotourisme, FF Vélo, à ne pas confondre avec la FFC. C'est plus de 110 000 adhérents, 3 000 clubs sur toute la France et des milliers d'événements pour tous les styles, toutes les pratiques et surtout celui du plaisir de rouler sans compétition mais avec passion. Que vous soyez déjà dans un club ou que vous rouliez entre amis le week-end, sachez qu'il est très simple de créer votre propre asso et de rejoindre la fédération. En vous affiliant, votre asso et ses membres bénéficient d'une couverture adaptée et vous êtes couvert en cas d'accident, qu'il soit dans le cadre d'une sortie groupée ou même en solo. Cela vous garantit une tranquillité d'esprit lors de vos sorties tout en offrant un cadre sécurisé pour organiser vos événements, avec le soutien de la fédération. Alors que vous soyez 5, 10 ou 20 à rouler ensemble, créez votre association, c'est simple, accessible et cela peut tout changer. D'ailleurs, du 3 au 10 août, à Orléans, FF Vélo organise la semaine fédérale, 8 jours de vélo et de fête, avec des parcours route, VTT et gravel ouverts à toutes et tous. Et pour les amateurs de défis, il y a aussi la cyclo-montagnarde, 200 km, 4000 mètres de dénivelé, un véritable challenge. La Fédération française de cyclotourisme, c'est le vélo pour tous, avec tous. Toutes les infos sur le site ffvélo.fr. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Tous en selle, où aujourd'hui nous allons aborder un sujet qui peut être conflictuel parfois, c'est le thème du vélo électrique. Alors vélo électrique, mythe ou réalité chez les professionnels, avantages et inconvénients chez les amateurs. Pour discuter de tout ça, dans la capsule L'Atelier de JP, j'ai en face de moi JP. Salut JP. Salut Arnaud, bonjour à tous. Toujours très heureux d'échanger avec toi sur des sujets mécaniques qui peuvent concerner tous les cyclistes. C'est d'ailleurs le sujet aussi, le thème que l'on aborde principalement sur le podcast Tous en selle. Ce sont des sujets qui parlent à tous les passionnés de cyclistes, tout niveau, amateurs, professionnels, pour certains qui souhaitent même faire un premier tour de roue. L'objectif est d'éduquer et de partager notre passion. Alors, quand j'évoque JP, le vélo électrique, mythe ou réalité chez les pros, avantages, inconvénients chez les amateurs, déjà, quelle est la première pensée que tu peux avoir sur ce sujet? La triche. Non, j'allais continuer en disant, est-ce que c'est conflictuel ou pas? Tu as tout de suite posé le décor. Bon, déjà, je pense qu'il faut qu'on précise que cet épisode, il est au sujet des vélos électriques dans une pratique sportive. Ok, on ne parle pas de vélo électrique urbain, on parle de vélo électrique de route, de gravel et éventuellement de VTT également. C'est ça le sujet de l'épisode. Je crois qu'on aura un épisode sur le vélo électrique plus urbain, donc oui, on vous renvoie. Voilà, on vous renvoie l'épisode. Notre épisode, voilà. L'épisode précédent où on avait parlé du vélo urbain, justement, on avait expliqué comment choisir son vélo urbain. Donc, tu fais bien de le préciser. On est vraiment sur un thème du vélo à pratique sportive. Et donc, on va rentrer sur ça. Donc, toi, le premier mot, c'est triche quand tu penses à ça. Non, tu me cherches, tu me trouves, mais non, c'est sûr que. Dans l'inconscient collectif, encore aujourd'hui, si on parle de vélo, pratique sportive et qu'on met électrique dedans, il y a suspicion. Il y a quelque chose dans la matrice qui se passe, là, il y a quelque chose. Donc, encore aujourd'hui, notamment sur les vélos de route, beaucoup de gens se posent des questions sur l'offre qui commence à s'étoffer légèrement de vélos de route à assistance électrique. Est-ce que ça a un sens? Pas de sens, je crois même. Tu m'aurais demandé il y a 2 ans à qui est destinée cette offre. Je pense que même les marques ne savaient pas exactement. Donc voilà, c'est ça le sujet du jour. Non, je pense pas à tricherie avant tout. Je pense à pourquoi, comment. On commence à voir des professionnels qui l'utilisent dans des process d'entraînement. Moi, sur le terrain, je peux commencer à le voir chez les amateurs pour des gens qui ont un doute sur leur capacité à suivre le groupe avec lequel ils ont toujours roulé parce que soit ils vieillissent simplement, soit ils ont un événement de vie qui fait qu'ils n'ont plus les mêmes capacités physiques et qui pensent qu'ils peuvent bénéficier de cette assistance électrique pour continuer de prendre du plaisir avec le même groupe. J'ai eu affaire à des gens qui étaient vraiment sur une pratique sportive de vélo conventionnel et qui utilisaient l'électrique
un peu comme je pense tu vas nous le décrire chez les équipes professionnelles, c'est-à-dire dans un parcours d'entraînement et pour un usage spécifique. Mais bien sûr, je pense que parmi nos auditeurs, certains penseront à la triche parce que ça fait 10 ans que ça nous poursuit cette histoire. Voilà. Bah, disons qu'effectivement, l'UCI a interdit l'assistance électrique sur les épreuves de course sur route, privilégiant la performance humaine. Dans le VTT, depuis 2019 également, on va en parler, mais le VTT électrique, il y a des épreuves qui sont organisées autour de ça avec une vraie plateforme de compétition pour cette catégorie. Mais effectivement, quand on parle de vélo chez les professionnels, bah voilà, tu repenses forcément aux images, même si maintenant c'est très très contrôlé, mais tu repenses aux images d'une chute et des manivelles qui tournent et de la roue et du vélo qui tourne tout seul au sol. Moi, j'ai une image. Je veux pas du tout être polémique. Je veux pas que uniquement ce que je vais vous dire là va être repris pour cet épisode. Mais moi, j'ai une pensée pour Sepp Kuss et son attaque et sa double attaque foudroyante dans le Tourmalet ou pour rouler en vélo électrique, en vélo cargo en ville. Ça m'a fait penser à un coup de pédale de vélo électrique. Voilà. Après, j'ai aucune preuve. C'est juste une impression. Voilà. Mais j'étais téléspectateur. Et quand j'ai vu cette attaque, je me suis dit, waouh, faire une double attaque comme ça dans le Tourmalet. Bravo. Oui, Mais voilà. donc, forcément, il n'y a pas de preuve. Si, je crois qu'il y avait eu sur un cyclocross une jeune femme belge qui avait été. Il y a des gens qui se sont fait attraper, ce qui prouve bien que les dispositifs existent et de toute façon, la nature humaine étant ce qu'elle est, on peut être. Moi j'ai une certaine. Je crois pas. Alors, il faudrait pas le dire comme ça. Si on veut être précis, qu'on fait de la sémantique, il n'y a pas eu de cas découverts et avérés et dont le grand public a été informé. Là, on peut faire une phrase complète. Maintenant, est-ce qu'il y a des gens dans le peloton pro? Si c'était le sens de ta question, est-ce que je pense qu'il y a des gens dans le peloton pro, ont déjà tenté de rouler avec une assistance électrique dissimulée? Ah oui. Oui, je pense. Ok. Bon, en tout cas, voilà, ça, c'est le sujet sur est-ce que les professionnels en compétition, ce qui peut avoir, nous faire avoir certains doutes, on s'arrêtera là. Par contre, ce qui est certain, c'est que des cyclistes professionnels l'utilisent en entraînement. Oui. Pour plusieurs aspects, qui sont justement peut-être même un retour de blessure pour soulager les muscles et les tendons, les articulations, mais également pour faire une reconnaissance d'une étape qui pourrait paraître difficile, de se dire tiens, je le fais en vélo électrique. Moi, je me souviens, et on en parlait juste avant, c'était l'équipe Quick-Step qui sur une étape du Tour, une étape de repos du Tour de France, avait la marque Specialized avait équipé à toute l'équipe Quick-Step justement de vélo électrique pour aller faire sa reco et justement en jour de repos avoir un pédalage plus souple où tu tapes un peu moins dans les watts et tu récupères. Alors est-ce que c'était une opération purement de communication ou est-ce qu'il y a une vraie utilité? Je pense qu'il y a une vraie utilité. C'est vrai que quand tu veux faire des bornes tout en étant en repos, surtout dans un contexte de Tour de France, c'est quand même, ça peut être agréable. Voilà. Donc, certes, les professionnels l'utilisent en entraînement pour réduire leur charge physique parce qu'ils ont quand même des intensités très très fortes. Et je sais également que la Visma l'avait exploré sur une reconnaissance du parcours du Tour de France, pardon. Et ça leur permet également de se concentrer sur la stratégie plutôt que de forcer. Ils peuvent peut-être plus discuter sur la stratégie. Voilà. Je crois que c'est vraiment, on est encore dans une phase où on est en train de découvrir cet outil. Je le disais un peu en rigolant, mais je vais le dire un peu plus sérieusement. Quand on a donc l'électrification, l'assistance électrique sur les vélos, c'est plutôt apparu avec le VTT et puis l'urbain. Et les fabricants de vélos, les marques de vélos avaient à disposition une ressource là, et la tentation a été assez grande d'appliquer des dispositifs similaires à plusieurs types de vélos, et notamment aux vélos de route. Mais je le redis de manière un peu plus sérieuse, je crois que quand les premiers vélos sont sortis, quand les premières offres ont été développées, on savait pas bien à qui ça se destinait en fait. Et d'ailleurs, si on revient ne serait-ce que 5 ans en arrière, quand on regarde les campagnes de communication ou le peu de campagnes de communication, les efforts qui ont été faits
sur le sujet, on savait pas qui était la cible. Est-ce que c'était, je te rappelle de Luke qui avait choisi d'aller rechercher Bernard Hinault avec les cheveux gris pour le poser sur son modèle de vélo à assistance électrique. Est-ce que quel était le message? Est-ce que c'était destiné aux retraités du vélo, aux retraités tout court? Est-ce que c'était quelque chose pour les gens qui ont une déficience physique, plus un handicap? C'était compliqué. Et allier l'image de sportivité, de fitness à un dispositif d'assistance électrique, rien que le mot assistance, c'était un peu antinomique et c'était très compliqué. Et donc, c'est un petit peu finalement le public cobaye malgré lui qui a commencé, pour ceux qui avaient les moyens, parce que toute la première volée de produits qui sont sortis sur le marché, c'était des vélos relativement chers. Puisque par rapport à un vélo urbain ou par rapport à un VTT à assistance électrique, sur les vélos de route, on était sur des dispositifs de motorisation plus miniaturisés, plus chers, faits en quantité moins importante. Et les premiers gens ont un peu essuyé les places, c'est-à-dire qu'ils avaient cet outil-là, puis il fallait qu'ils découvrent à quoi est-ce que ça pouvait servir, parce que est-ce qu'on fait une sortie de 50 km? Est-ce qu'il y a assez d'autonomie avec la petite batterie? Est-ce que c'est 100? Est-ce que si je fais 2 cols, je vais pouvoir rentrer à la maison? Et je crois qu'on n'a pas complètement dépassé cette phase-là. En tout cas, c'est mon sentiment. Je parle vraiment de la route là parce que pour le coup, tu le disais en début d'épisode, sur le VTT à assistance électrique, c'est très différent. Il y a même des compétitions maintenant qui tournent autour de ça. C'est vraiment un objet à part entière. Enfin, c'est un vélo à part entière avec un autre type de pratique qui a du sens et qui ma foi, si on observe une épreuve, ça a du sens, ça fonctionne. Tout le monde est à armes égales. Il y a aussi une petite guerre technologique, mais qu'il y a toujours, puisque toutes les marques rivalisent d'ingéniosité sur leur vélo pour offrir de la performance. Là, il y a une branche de plus sur la motorisation et la gestion de l'énergie. Sur la route, c'est différent, et pour moi, c'est pas mature encore. Alors, sur la route, est-ce que tu ne crois pas que le Covid, le gravel qui a vraiment explosé après Covid est venu couper l'herbe sous le pied du développement du vélo électrique? Je m'explique. On a commencé à avoir des vélos de route électriques avec un moteur. Après, tout dépend des marques. C'était plus ou moins joli. Certains mettaient la batterie à la place du porte-bidon. D'autres vraiment le mettaient dans le cadre. On a commencé à avoir des vélos électriques sur route qui commençaient à arriver, qui évoluaient, qui commençaient à avoir de la gueule, tu vois. Et le Covid est arrivé, et derrière, moi, c'est mon avis personnel, je te demande le tien, JP, mais j'ai l'impression que le gravel est venu couper l'herbe sous le pied, et le vélo électrique, on en a quasiment, sportif, je parle, on en a quasiment plus entendu parler, et le gravel a vraiment explosé, alors que, on parlera de compétition après. Je vais te laisser déjà laisser répondre à cette question-là, après j'en ai une autre sur l'aspect compète et vélo électrique. Non, alors j'ai pas la même interprétation. Je pense pas que le gravel soit. En fait, c'est l'absence de demande de public et l'absence de cible marketing avérée de stratégie qui a fait que ça s'est étiolé en fait. On avait ces vélos, mais les marques les mettaient au catalogue, mais sans vraie conviction, sans vrai plan de communication. Et c'était encore une fois à des tarifs qui ont fait que c'était pas accessible à tout le monde, et donc on a eu un feedback qui était assez limité puisque les ventes étaient limitées. Donc je crois pas que le gravel soit absolument venu interférer. Aussi, si on regarde entre ce qui était proposé, alors dans le marché du vélo assistance électrique, il y a plein de stratégies différentes de typologie de moteurs, des moteurs pédaliers, enfin voilà, tout ça maintenant s'associe aussi avec les boîtes de vitesse et tout, qu'on imagine réservé pour l'instant à l'urbain, au cargo, mais on verra que c'est en train déjà d'arriver. Même dans le non électrique, les boîtes de vitesse sont en train d'arriver. En Coupe du Monde de downhill désormais, il y a des vélos qui sont en boîte de vitesse. D'accord? Donc les boîtes de vitesse permettent de mixer boîte de vitesse et motorisation au même endroit. Donc, il va y avoir des choses qui vont encore se développer, et pas seulement sur le VTT à assistance électrique, même si ça sera le premier lieu parce que la notion de poids est moins limitante que sur la route. Mais sur la route, c'est pareil, entre ce qui était disponible il y a, même 5 ans, 6 ans, 7 ans, et ce qui est disponible aujourd'hui avec des motorisations comme chez Mallet, le X20 et des trucs comme ça qui sont assez
assez discrète et miniature et dont l'intelligence de fonctionnement est assez redoutable et fluide, là, je pense qu'on va arriver à des moments de marché intéressants où additionné avec une vraie stratégie, avec une vraie vision, on va pouvoir proposer des vélos. Moi, j'ai fait quelques vélos à assistance électrique sur la base de mes vélos en cadre acier. Je sors des vélos en cadre acier avec des garde-boue et une motorisation Mallet et qui sont à 13,5 kg. Donc on peut imaginer que en utilisant du carbone, alors c'est en plus sans chercher vraiment à être light, hein, il y a pas de roue carbone, il y a pas de choses comme ça, mais on va pouvoir aujourd'hui avoir des vélos de route avec une assistance électrique dans des poids qui sont contenus et qui vont aussi permettre le fait que si on part pour un entraînement, on va rester sur une base de pratique d'entraînement aujourd'hui, on va être capable ensuite de pédaler sur un vrai vélo avec une pénalité de poids qui est minime parce que elle va être de l'ordre de peut-être in fine on va arriver à 3 kilos. Donc là ça va commencer à changer un peu la donne. Je pense que ce dont tu parles au tout début, enfin voilà les prémices, on était sur quelque chose de vraiment pas mature. Là on l'est toujours pas, mais on a les outils pour peut-être aller vers quelque chose de différent. Et que penses-tu de l'aspect compétition? C'est-à-dire que moi je me souviens parfaitement bien en 2019, on a commencé à parler de compétition, de vélo électrique, en tout cas de vélo électrique. Il fallait faire attention parce qu'il y en avait de plus en plus. Et moi, je me suis dit, mais un jour, pourquoi pas une course professionnelle vélo électrique? Tu vois bien, on voit bien en Formule 1. Enfin, je veux dire, tu suis la Formule 1, la Formule E, je crois, ça s'appelle, hein, Oui. Formule 1. Oui. C'est génial de suivre ça. Déjà, il n'y a pas de bruit, enfin, ça siffle. C'est l'équivalent dans la moto, hein, le Moto E ici. Hein, voilà. Je trouve ça très génial. impressionnant. Et est-ce que tu penses demain à des courses professionnelles électriques? Ça me paraît compliqué. En tout cas, d'un point de vue strictement... Une étape, tu vois, du Tour, peut-être une étape en vélo électrique. Pour l'anecdote, en plein Covid, moi j'avais participé avec Alain Puiseux du magazine 200, une course de longue distance avait été lancée, hein, tu te rappelles? J'étais au départ avec Luc Royer. Voilà, c'était Luc qui avait organisé ça, et moi j'avais accompagné Alain dans la mise à la route d'un vélo Look justement. Et cette course a été interrompue par le premier confinement. On a été arrêté à Lyon, justement, juste après Lyon. Et déjà, on se posait cette question. Est-ce que ça a un sens, pas de sens? On n'y a jamais répondu puisqu'on n'est pas allé au bout de la course. Alors j'explique la course. J'explique enfin, une course. Après, tu t'en rappelles peut-être mieux que moi. Hein, ouais. C'est une épreuve, un brevet. Une épreuve, effectivement, qui devait relier Cannes à Londres. Et qui devait la compétition, on devait être une quinzaine ou une douzaine de vélos musculaires contre l'équivalent, mais il y avait un peu moins d'inscrits parce que les marques n'avaient pas voulu. Je crois qu'au départ il y avait une vingtaine de vélos global. C'est ça. Et j'avais été très surpris que les marques ne jouent pas le jeu parce que c'était génial comme promotion d'un. Oui, mais c'est là que moi je me suis rendu compte, et même si tu sais, on était allé au siège de Look, etc. Enfin. Et on était impressionnés par le fait qu'ils avaient ce vélo, c'était au catalogue, mais ils ne savaient pas quoi en faire, ni à qui il était destiné. Et donc l'objectif, c'était de dire, voilà, qui va gagner l'épreuve? Est-ce que ça va être un vélo musculaire ou est-ce que ça va être un vélo électrique? Pardon. La particularité, c'est que tu n'avais droit, alors moi j'étais en musculaire, j'avais fait une énorme erreur d'alimentation, mais ça c'est autre chose. Tu avais droit en vélo électrique à une seule batterie. Une seule batterie, et tu pouvais la recharger sur les sortes de ravitaux. Et donc, le but, c'était bien de jouer de la stratégie. Ouais, tout à fait. J'ai trouvé ça. J'aimerais à l'avenir réorganiser moi quelque chose comme ça, parce que je trouve ça génial en termes de stratégie, c'est génial. Et bien effectivement, donc arrivé à Lyon. Race à Cross Électrique France, dis donc. Je ne lancerai pas de scoop. À Lyon, les vélos électriques étaient devant nous de 15 minutes, et ils avaient fait la différence juste après Givors. Nous, on commençait à être fatigués à la sortie de la nuit, et eux sur un pont d'autoroute, c'est vraiment le cas. Sur un pont d'autoroute, ils ont fait jouer un petit peu leur assistance électrique. Donc, ils nous ont pris 20-30 mètres. Et derrière, ils ont tout doucement creusé comme ça. Et ils sont arrivés avec 15 minutes d'avance sur nous, sur la base de ravito de Lyon, qui était au 31 du cycle, pas très loin d'ici. Et le temps de faire le ravito, le changement, ceux qui sont repartis, moi je m'étais arrêté, mais ceux qui sont repartis avec. Donc, à mi-épreuve, quasiment, il n'y avait pas d'écart.
entre les deux. Après la fatigue, et comme tu l'as dit, on ne connaîtra n'aura jamais su. Jamais la fin, puisque cette épreuve n'a jamais été réorganisée derrière, mais c'était une très belle initiative. Et à ce moment-là, comme toi, je m'étais dit, mais c'est étonnant qu'aucune marque ne répond favorablement à l'accompagnement financier, médiatique de cette épreuve. Moi, je sais que derrière, j'avais organisé avec 2 autres personnes le Grand Tour Paris. On voulait faire de l'électrique. Et c'est pareil, aucune marque ne répondait favorablement. C'est Matra uniquement qui nous avait accompagnés, mais qui n'a pas une destination à faire du vélo de compétition. Donc, je suis un peu comme toi. Je trouve qu'il y a un énorme potentiel, mais je suis surpris par le manque d'enthousiasme, d'investissement des marques autour de ça. Oui, alors bon, une marque qui investit dans du marketing, elle a toujours une attente de retour sur investissement. Donc, est-ce que c'est parce que pour l'instant, justement, eux-mêmes ont la conviction que le marché n'existe pas vraiment? Et c'est l'œuf ou la poule. Est-ce qu'il faut faire de la promotion avec des courses pour vendre des vélos, ou est-ce qu'il faut que la demande de ces vélos existe pour qu'on se dise qu'on peut encore plus les promouvoir? C'est très complexe. Est-ce que moi, à titre personnel, j'ai envie de voir ça? Autant là sur l'expérience, on va dire one shot ou un ou quelques événements, je trouve que c'est stimulant justement de savoir est-ce que on va faire une stratégie, je vais recharger que 20 minutes, enfin on rend ce sport encore un peu plus mécanique finalement. C'est bien que moi je crois toujours que c'est un sport mécanique, mais là on vient mêler plusieurs choses. Ça peut être rigolo autant tu vois sur un vrai championnat ou vraiment mixer ça avec les compétitions UCI. Je suis moins à l'aise avec l'idée. Je suis pas forcément très friand non plus de ce qui se fait avec le VTT à assistance électrique, mais c'est un goût personnel, c'est pas une critique construite, ça m'intéresse moins. Ouais, alors moi, ça m'intéresserait si vraiment il y avait de la data à l'écran. C'est-à-dire que si on était en capacité de dire le niveau de batterie des vélos, imagine, on arrive à un 10 derniers kilomètres de Paris-Roubaix, et tu as à l'écran la recharge des batteries de Van Der Poel et celle de Remco et celle de Wout van Aert. Et tu vois que Remco, il est dans l'orange, Van Der Poel, il est dans le rouge, et Van Aert, lui, lui reste une barre, tu vois, sur sa batterie. Ça, je trouverais ça. Ouais, ça pourrait être drôle. Ça pourrait être drôle. Tu vois, de dire, waouh, tu vois, Remco, voilà, si vraiment il y avait de l'information à l'écran avec des barres d'énergie comme des piles, je trouverais ça très, très intéressant. Sinon, sans avoir ces informations-là, effectivement, bon, voilà, ils sont des vélos électriques, c'est pas, mais je trouve que la stratégie, c'est ça qui rend excitant. D'ailleurs, comme en Formule 1, en Formule électrique, Formule 1 électrique, tu as ce niveau d'information de batterie et tu sais qu'à l'approche du dernier tour, bah lui, il est à sec, il peut plus accélérer parce qu'il a plus de jauge de batterie, et l'autre, il lui reste 2 barres et il peut gagner, tu vois. Je trouve ça très intéressant. Voilà. Donc peut-être qu'un jour, si ça évolue, et si les marques, parce que c'est eux qui ont la clé, c'est les marques qui décident d'appuyer sur la compétition et le sport restent des outils de communication, donc c'est drivé avant tout par ça. Exactement. En tout cas, voilà, sur la conclusion que l'on peut avoir sur le vélo électrique chez les professionnels, c'est que en compétition, c'est un usage strictement interdit, et qu'à l'entraînement, bah oui, fort probablement, des cyclistes l'utilisent pour récupérer, pour des retours de blessures. En tout cas, certaines marques ont équipé leurs coureurs de vélo électrique pour de la récupération en entraînement. Il est temps de faire une petite pause dans cet épisode. C'est l'heure du ravito. Et qui de mieux que Meltonic pour nous accompagner? Meltonic, c'est la marque française qui mise sur le naturel pour booster nos performances, que ce soit en pleine course ou lors de nos entraînements. Créé en 2014 dans la mielerie familiale, Meltonic a révolutionné la nutrition sportive avec le tout premier gel à base de miel, plantes toniques et huiles essentielles. Chez Meltonic, l'objectif est de montrer qu'on peut aller plus loin, plus fort, sans jamais trahir son corps ni la planète. Leur mission est simple, vous aider à donner le meilleur de vous-même, naturellement. Parmi les ambassadeurs, Pierre Rolland, ancien coureur cycliste professionnel, 13 Tours de France au compteur, 2 victoires d'étape et une passion assumée pour les purées toniques salées à la noix de cajou Meltonic. Rendez-vous sur le site meltonic.com afin de découvrir tous les produits qui vous accompagneront sur vos prochaines sorties. Voilà, pour les particuliers et les amateurs, l'histoire est différente, mais je crois qu'elle reste aussi à écrire, parce que c'est encore pas commun. Autant aujourd'hui, tu peux plus faire une balade ou un tour de vélo dans la forêt sans te faire dépasser par un VTT à assistance électrique. Je crois qu'ils sont même
Moi, là où je suis, l'exception, c'est quand je vois un VTT avec quelqu'un qui pédale et qui a pas de moteur, très En sincèrement. VTT, c'est vrai. C'est Ouais. vrai, ouais. Voilà. Autant là, on est dans une vraie inversion, c'est-à-dire qu'il y a, moi, sur les chemins, aujourd'hui, je constate qu'il y a plus de VTT à assistance électrique que de VTT. Moi, je trouve ça génial. C'est pour je pense notamment aux stations qui doivent faire face à Oui, il y a un changement problème d'activité, d'enneigement, ouais, tout à voilà, fait. et qui là, pour le coup, le VTT électrique leur permet l'été D'avoir de quelque donner chose qui est accès à la accessible à montagne tous. Ouais. à toute une famille Ouais. qui peut louer des vélos et partir toute la journée en montagne. Ça, je trouve ça génial. 1, ils font du sport. 2, ils découvrent le vélo. 3, peut-être qu'en rentrant chez eux, ils vont se dire le vélo, c'était vraiment génial. Finalement, tu vois, je vais me financer un vélo. Donc, c'est vrai que le VTT à assistance électrique, en plus d'avoir une plateforme vraiment de compétition à part entière, peut donner un engouement et une découverte à des familles qui ne pourraient pas le faire habituellement. Voilà, en perspective de ça, par contre, bien que j'habite dans une région où il y a du dénivelé et il y a une pratique cycliste avérée et abondante, il m'arrive extrêmement rarement de croiser un vélo de route à assistance électrique. Déjà aujourd'hui, il y a eu des gros efforts qui ont été faits sur l'esthétisme du vélo. Où vraiment le moteur vraiment est dans le carénage. Je sais que Pinarello, SP... 3T, aujourd'hui, on peut presque dire que pour un néophyte, c'est très difficile d'identifier si le vélo est électrique ou pas. Alors, c'est vrai qu'on ne met pas une marque plus en avant qu'une autre, puisque cet épisode n'est pas sponsorisé. Non. Pas par une marque. Par contre, si vous souhaitez, n'hésitez pas à contacter Sébastien de chez Tous en Selle. Avec grand plaisir, il vous accompagnera sur du sponsoring d'épisode. Oui, donc non pas de sponsor, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quelle que soit la marque, sur ce qu'on peut trouver, on va dire que le cœur de l'offre aujourd'hui, c'est un vélo carbone à assistance électrique avec une batterie intégrée dans le cadre et soit un moteur pédalier, soit un moteur moyeu arrière, comme le système que j'évoquais tout à l'heure de chez Mallet. Là, très sincèrement, moi j'ai les clients qui roulent avec les vélos que j'ai faits qui se font arrêter dans la rue et les gars demandent est-ce que c'est un vélo électrique, parce que c'est le pédalage qui fait que, mais en fait ça ne se voit pas. Donc on est arrivé à ce stade-là, ce qui est déjà, je pense, étant donné la culture de l'esthétisme, de l'effort, l'étiquette du vélo, du cyclisme sur route, etc., était finalement un préalable avant de pouvoir faire quelque chose d'autre. Donc là, on en est là. Est-ce que pour autant ça va démocratiser la pratique? Mais aujourd'hui, on peut avoir un vélo de route à assistance électrique qui ne se remarque pas. Éventuellement au bruit en fonction. Alors le son et le bruit, c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur et c'est très variable en fonction des marques et des technos. Très sincèrement, il y a des vélos électriques, mais d'ailleurs qu'ils soient urbains, de route, etc., qui émettent un bruit absolument insupportable. Voilà, ça existe encore. Il y en a. Ah oui, c'est sûr. Et il y en a d'autres qui sont, on va dire que le bruit de roulement des pneus peut quasiment couvrir le bruit du fonctionnement électrique. Donc ça dépend aussi beaucoup du type de transmission secondaire. Est-ce que c'est une chaîne, une courroie, etc. Est-ce que c'est une pignonnerie, une boîte de vitesse? C'est beaucoup plus compliqué d'aller masquer un bruit de pignonnerie que d'aller masquer un bruit de chaîne qu'on n'a pas besoin de masquer parce qu'on le connaît déjà, il est identifié, il est associé. Donc là, il y a un travail important qui préfigure peut-être un besoin du côté des marques aussi qui vont finir par comprendre que c'est important, cet environnement sonore, cette signature sonore. Mais aujourd'hui, on est capable de faire quelque chose qui ne s'entend pas. Oui. Disons que alors, je pense à deux choses. C'est vrai qu'effectivement, quand tu as le plaisir, sans la pression justement, d'aller faire un tour de vélo dans un décor assez sympathique, tu as envie de t'évader, le bruit du moteur peut parfois être désagréable s'il y en a un. Complètement. Mais je pense aussi c'est pas des professionnels, mais c'est des compétiteurs, je pense aux cyclosportifs qui ont vu de nombreux cas de triche justement parce que c'est le bruit du vélo. Il y avait des soupçons de performance, mais le bruit est venu faire dire bon là le gars ou la femme a un vélo électrique, là il faut le mettre hors compétition parce que il y a des pays qui sont plus sensibles à ça que d'autres, notamment en Italie. Les Italiens souffrent de ce phénomène où énormément de vélos électriques, certains font pas du tout de bruit et c'est la performance qui met la suspicion de la personne sur la personne. Mais là il y a un vrai fléau. La technologie aujourd'hui, elle permet de faire quelque chose de silencieux.
Alors, je voudrais distinguer a... quelque chose quand même, c'est que c'est multifactoriel. C'est-à-dire que si tu veux avoir un moteur avec extrêmement de puissance, avec une vitesse de rotation élevée, etc., ça va être beaucoup plus difficile de le rendre discret. Donc, finalement, dans une démarche commerciale et de vente de vélos, tout ça, c'est une affaire de compromis. On peut pas demander à un speed bike qui va te permettre de rouler à 45 à l'heure de manière complètement assumée parce qu'on est quasiment sur un vélo moteur, etc. On va pas avoir de recherche de masquer cette signature sonore. Et on aura bien du mal parce que il y a de la puissance, il y a des watts, il faut dissiper de la chaleur. Enfin, il y a tout un tas de paramètres. Sur un vélo à assistance électrique, qui est ce qui nous occupe là, c'est un peu différent. Et j'allais dire que si on revient sur le sujet de la triche, on veut absolument pas de bruit, donc on va pousser le fait en tout cas pousser l'étude pour que le bruit soit le moins détectable possible, mais aussi on est sur des niveaux d'assistance qui n'ont rien à voir. Il faut comprendre que si quelqu'un va tricher dans un peloton professionnel ou amateur, mais si quelqu'un veut tricher par l'utilisation d'un dispositif de motorisation dans une course qui est une course de sport conventionnelle, il va même pas avoir le degré d'assistance qu'on a sur le vélo de Madame Michu pour aller chercher le pain. On va être sur des niveaux d'assistance bien inférieurs, des capacités de batterie bien inférieures, puisqu'on sait que finalement, cette assistance-là va peut-être servir 2-3 fois sur des endroits très stratégiques et permettre de creuser un écart au moment où ça sera le bon. Donc en fait, la demande n'est pas la même, ce qui permet d'une, la miniaturisation, deux, des puissances plus faibles, d'accord, parce qu'on est quand même sur quelqu'un qui triche mais qui est sportif, donc qui n'a pas besoin de beaucoup. C'est quelques dizaines de watts peuvent faire la différence, hein. Sinon on ne serait pas en train de chercher des gains marginaux sur tout un tas d'autres paramètres. Donc c'est plus facile de dissimuler d'un point de vue esthétique et mécanique un dispositif de triche qu'un moteur qui est assumé et vendu. C'est pas exactement la même chose. Donc en tout cas aujourd'hui, si on le veut, on sait faire quelque chose de silencieux. C'est pas un souci, tout se traite pas de la même façon, c'est toujours plus difficile de rendre un cadre en carbone avec des grands tubes qui vont avoir tendance à agir comme des fréquences de résonance à plus un matériau très rigide. Donc, on va aller amplifier éventuellement des fréquences assez aiguës de rotation de moteur électrique. Moi, je peux le dire, j'ai des expériences où je suis déjà monté sur des... Alors moi, c'est des vélos en acier que je motorise. Très sincèrement, sur des niveaux d'assistance de premier ou de deuxième niveau, tu pilotes un vélo comme si tu étais très en forme un matin, quoi. C'est-à-dire que c'est très difficile de se rendre compte même du moment où l'assistance se déploie, parce que c'est d'une douceur et d'une transparence qui sont assez bluffantes, très sincèrement. Donc, en technologie, on sait faire, il n'y a pas de souci. Mais la personne qui a vraiment ce souci de performance, est-ce qu'elle pourrait pas être freinée? Je me souviens au début des premiers vélos électriques, on se disait ouais, mais le poids, c'est quand même, très très lourd. Et quand la batterie, soit tu as puisé toute ta batterie dans ta stratégie et tu te retrouves sans batterie, là tu te retrouves avec un vélo qui fait 15 kilos. Non, c'est fini ça aujourd'hui. Ça, c'est terminé. Non, c'est fini. Ça, c'est fini. C'est plus un sujet. Donc, ce qui veut dire que pour les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, qui hésitent et qui se disent moi j'aime bien faire du vélo loisir, je parle pas de compétition ni de professionnalisme, je parle juste je me fais plaisir. Est-ce que tu penses que le vélo électrique peut être quelqu'un qui a soit une blessure, soit un handicap, soit qui veut juste plus souffrir comme il le faisait, mais juste se faire plaisir à vélo? Est-ce que tu dis que est-ce que tu penses que vélo électrique, route ou même gravel, bref, un vélo électrique loisir peut être une alternative? Oui, alors moi je veux sortir de la blessure et du handicap. En fait, c'est toujours. Je pense que ça a été un des freins. Ça a été un des freins parce que si on aborde le sujet que par ce côté-là, on oublie qu'en tant qu'être humain, on a des périodes de vie où on est moins bien, où on vieillit tout simplement et on a des capacités qui diffèrent. Quand on roule tout seul, c'est pas un problème en soi. Je veux dire, si tu veux faire le Ventoux, on est à peu près tous capables de le faire. Certains vont le monter à 25 de moyenne, d'autres à 5 de moyenne. Ok. L'idée, c'est que si tu as une pratique de vélo qui est en groupe, où tu as cet aspect convivial, et que une ou deux personnes dans le groupe sont à des moments de leur vie où leurs capacités ont été réduites de manière à ce qu'elles soient soit en souffrance, soit en difficulté pour suivre le rythme,
l'électrique, donc on vient pas combler une blessure, un handicap, c'est juste le fil de la vie ou des moments de vie, ça va leur permettre de continuer à rouler avec le même groupe et de prendre le même plaisir et de n'utiliser l'assistance que quand ils en ont besoin. Donc ça, je trouve que ça permet aussi à des gens d'accéder à une pratique qu'ils ne feraient pas s'il n'y avait pas l'assistance, tout simplement parce que la différence de performance ferait qu'ils n'iraient pas. Voilà, parce qu'ils veulent rouler en groupe et qu'ils n'ont pas les mêmes capacités physiques, ou des gens qui ont une pratique depuis longtemps et qui veulent prolonger cette pratique. Donc, c'est intéressant aussi. Et moi, j'ai eu affaire à des gens qui l'utilisaient intégré dans une pratique sportive classique où, par exemple, dans la semaine, ils faisaient 3 ou 4 sorties, et sur ces 4 sorties, une était en VTT à eux parce que on allait pousser un peu plus loin, on allait faire plus de cols dans la journée, ça permettait de les passer, de rentrer, et effectivement, maintenant, tu peux partir avec un vélo. Je pense que si on cherche bien, même dans la gamme de ce qu'on peut trouver existante et un vélo complet qu'on achète, on peut trouver aujourd'hui un vélo avec une assistance électrique en carbone, qui fait 11 kg et demi, 11 kg. On peut pédaler avec un vélo de 11 kg, ça pose pas trop de soucis. Hein. Donc ces freins-là, les freins techno, ils sont plus là. Maintenant, est-ce qu'il y a vraiment encore un marché? Ça reste la question centrale. Ça, je pense qu'on répond à la question aussi du podcast, un vélo électrique, mythe ou réalité. Oui, le potentiel est là. Maintenant, c'est aux marques de décider effectivement, d'identifier un marché, d'y croire, et d'appuyer sur le bouton pour que les choses se déploient et qu'il y ait des actions qui soient mises en place avec des activations très ciblées. Oui, puis on est encore sur des coûts importants, hein, parce que pour avoir un dispositif qui est dans les légers, dans les gammes et dans le marché, c'est très difficile. Autant on peut s'acheter un vélo de route sportif aujourd'hui, il y a un peu tous les budgets, mais on va dire quelque chose qui commence à être acceptable en termes d'équipement et de durabilité. On peut s'équiper un premier vélo à 2 500 €. Si on veut quelque chose avec une assistance électrique, on est plus à 6 500, 7 000 €, 6 000 €. Et sur JP, sur les durées de vie des batteries, on a fait des épisodes par le passé sur les VAE, vraiment le déplacement urbain et en vélo électrique. Maintenant, là, sur l'aspect vraiment plus loisir sportif, quelle est la capacité aujourd'hui des batteries qui sont sur le marché? Est-ce que tu peux faire, par exemple, si tu vas faire une sortie de 100 km, 70 bornes ou 120 km, est-ce qu'une recharge avec quelque chose de vallonné, hein, bien évidemment. Non, tu ne feras pas 100 km avec la batterie si l'assistance est en permanence. Voilà, si l'assistance est en permanence. Non, ça n'arrivera pas parce que que ce soit en moto électrique, en voiture électrique, non, je ne crois pas. Sinon, c'est illusoire de toute manière. Moi, je ne savais pas dans cet objectif. Mais dans tous les véhicules, même qui sont les véhicules à propulsion purement électrique aujourd'hui, l'ennemi, c'est le dénivelé. Hein. Donc aujourd'hui, si tu prends ta voiture électrique et que tu habites dans une région de montagne, ton autonomie ne sera pas celle de la fiche technique. Alors, tu as aussi l'autonomie. Je crois qu'il y a 4 modes aujourd'hui sur les vélos. Oui, complètement. Oui. Alors, moi, je suis pas le bon exemple, hein, parce que je suis en turbo tout le temps. Donc, moi, je comprends pas qu'on fasse, tu vois, le mode éco. Je n'ai pas compris. Moi, je suis en mode turbo tout le temps. Mais d'ailleurs, ça peut être une question. Pourquoi pas juste un mode ou 2 modes, tu vois? Mais 4 modes, est-ce que ça a vraiment du sens? Est-ce que... on est en 2025, donc s'ils peuvent te mettre 6 modes, ils te mettront 6 modes. Aujourd'hui, tu achètes une moto avec de l'électronique, tu as 5 modes de conduite, un qui est personnalisable, ou au moins 4 modes de conduite. Dans chaque mode, tu peux sélectionner encore 4 ou 5 paramètres. Les voitures sont comme des ordinateurs. On arrive à des choses complètement analogues dans le vélo aussi, même sur les ordinateurs de bord, sur toutes les datas que tu aimes tant. Il y a un nombre de paramètres importants. Donc aujourd'hui, les gens achètent un outil technologique et finalement ils se disent je pourrais avoir un bouton en plus là ou un bouton. C'est comme ça. Toi, tu mets le turbo tout le temps, est-ce bien nécessaire? J'aimerais tester. Hein. C'est vrai que s'il y a des personnes qui nous écoutent et qui seraient OK pour qu'on puisse tester et faire un retour, moi, ça m'intéresserait de tester, que ce soit du gravel ou de la route, tu vois, sur une sortie de 100 bornes ou 70 bornes, bref.
de juste bien comprendre qu'effectivement, alors déjà en mode turbo, ça j'ai bien compris que tu pouvais pas, et heureusement. Non, mais de toute façon, tu n'en as pas besoin tout le temps. Enfin, déjà, tu peux couper ton assistant dans toutes les phases de descente, etc. Et puis tu n'en as pas besoin tout le temps. A priori, au début de ta sortie, tu vas pas l'utiliser. Donc, tu peux largement faire une sortie de 100 km, sauf que ton assistance te permettra pas d'utiliser l'assistance 100 km d'affilée. C'est pour ça que je trouve que le côté stratégique est très intéressant. En tout cas, ce qu'on peut dire pour les amateurs, c'est que ce qui est intéressant dans le vélo électrique, c'est une accessibilité peut-être plus importante que sans cette assistance électrique, une réduction de l'effort physique. Donc, pourquoi pas, ça peut être aussi un effort qui puisse se prolonger parce que justement, l'effort est moins intense. Un plaisir sans pression, c'est-à-dire une vraie détente parce que tu sais que tu as ce soutien-là. L'inconvénient du poids n'est plus d'actualité. Non, tu nous l'as dit, donc ça pourrait être bien faire attention à la durée de vie de sa batterie. L'autre solution, c'est comme une fois j'avais vu un documentaire fait par Moustache, d'ailleurs avec le nouveau président du comité olympique, Edgar Groupiron, qui était sur le vélo et qui testait et qui avait fait le tour du Mont Blanc en vélo Moustache, donc vélo de ville, vélo urbain. Oui. Enfin, Moustache a des VTT aussi. Mais je crois que là c'était un vélo urbain. Et il avait une petite remorque à l'arrière dans laquelle il avait 5 ou 6 batteries. Et donc, il pouvait justement puiser un maximum. Et il avait fait le tour du Mont Blanc en moins de 20, je crois que c'était 20h ou 21h. Et j'avais trouvé ce documentaire-là très intéressant parce qu'on avait vraiment cet effet de glisse du vélo électrique. Et j'avais trouvé ça très, très intéressant. Donc, il faudra juste être très vigilant sur ça. Et puisque tu parles, on a parlé du VTT. Alors, ce qu'il faut savoir effectivement, c'est qu'en VTT, il y a des épreuves Coupe du Monde. Donc, c'est autorisé. C'est pas mixé, c'est une épreuve de VTT, assistance électrique. Oui, tout à fait. À part entière. C'est une discipline. C'est une discipline. Alors, dans cette discipline électrique, est-ce qu'on a, j'allais dire de la descente, il n'y a pas vraiment d'intérêt à avoir un vélo électrique en descente, mais est-ce qu'il y a de l'enduro, est-ce qu'il y a du slalom, quelles sont les catégories dans le VTT électrique qui sont, est-ce que c'est que de l'enduro, que de la montée, que du cross-country? Est-ce que ça, on est capable de partager ça? Moi, je le sais pas, Arnaud. Je sais pas te répondre là pour le coup. Encore une fois, je te l'ai dit tout à l'heure, c'est pas forcément ce qui m'attire le plus, donc j'ai pas investigué. Je sais qu'il y a des épreuves qui sont clairement normées. Encore une fois, c'est une discipline, mais je sais pas quel type de pratique ils font avec le vélo. Alors, je pense, je crois que c'est l'enduro. Donc, c'est les épreuves d'enduro. C'est ce qui aura du sens. C'est ce qui aurait du sens, effectivement. Il y a une Coupe de France VTT AE. Assistance électrique, les Enduro Series, qui sont effectivement organisées par la Fédération française de cyclisme. Mais il y a aussi puisqu'on parlait de cyclo tout à l'heure pour le vélo sportif ou le vélo non pas de compétition mais pour les amateurs. Donc là effectivement, ça serait l'équivalent d'une rando en VTT, notamment la Transmaurienne en Vanoise, qui est effectivement une catégorie VTT AE, tout comme les championnats de France, bien évidemment. Voilà. Oui, ça c'est quelque chose qu'on n'a pas dit, mais en l'occurrence, là ça s'est assez démocratisé de manière assez naturelle sur tout ce qui est événements, on va dire locaux, de rando VTT. Il y a souvent même comme ce ne sont pas des compétitions mais des randos type des brevets en fait, si on voulait faire une analogie avec la route, la plupart du temps les vélos sont acceptés sans comment dire, sans discrimination entre électrique et pas électrique. Tu te rappelles aussi sur la Traca de l'année dernière, il y avait des gens qui parcouraient, pas la plus grosse, mais je pense que sur le 100 km et le 50 km, on a vu des gens qui étaient d'ailleurs soit en VTT à assistance électrique, soit en gravel à assistance électrique, et qui participaient. De toute façon, très sincèrement, vu la vitesse de ceux qui roulaient en tête, même avec une assistance, ils n'avaient aucune chance derrière, mais ils ont été acceptés. Je trouve que c'est assez bien parce que ce ne sont pas des épreuves ultra officielles, c'est pas des épreuves où il y a des prix incroyables à la fin, etc. Donc ils ont été acceptés, mais c'était vraiment une minorité de personnes. Nous, c'est un sujet. C'est vrai que sur Race Cross Series, c'est un sujet de faire une catégorie avec assistance électrique, et c'est surtout un sujet dans Gralps, notre course de gravel à travers les Alpes, où là cette année on sera pas, mais l'année prochaine il y a quand même une forte tendance à ce qu'on propose ce parcours-là, toujours bien encadré avec une batterie, un point de recharge, pour pas que ça soit ouvert à tous les débordements. Mais voilà, en tout cas, on commence vraiment à avoir des demandes, et ça pourrait permettre d'ouvrir le champ des possibles à plus de personnes. Mais en tout cas, voilà, sur le vélo électrique, moi, le gros côté positif que j'y vois, c'est
c'est l'accès à des territoires sur lesquels tu n'aurais pas pu aller sans ça, pour les personnes qui ne se sentent pas capables ou autres. Mais en tout cas, je trouve que c'est très positif, et notamment, je pense à toutes ces stations qui proposent l'accès à la nature, d'aller un peu plus loin qu'on l'aurait fait sans cette électrification de son vélo. Voilà. Est-ce qu'on a tout dit, JP, sur cet épisode ? Je crois bien, et on va rester attentif et voir comment tout ça va se développer. Hein. La frontière est toujours de plus en plus, elle est pas toujours, elle est de plus en plus ténue entre un vélo à assistance électrique et un cyclomoteur électrique ou une moto électrique. Les frontières sont vraiment étroites. Je pensais là, quand on discutait, au fait qu'il y ait certaines personnes qui tracent des épreuves et qui se servent de vélos à assistance électrique, ou parfois de cyclomoteurs à assistance électrique, des équivalents 50 ou même des équivalents 125, pour pouvoir aller dans les chemins, dans les bois, passer d'un point de d'un point de contrôle à un autre, et faire tout ça beaucoup plus vite que s'il le faisait réellement à vélo, mais aussi avec moins de nuisances sonores que s'il le faisait avec une moto normale ou un 4x4 ou quoi que ce soit. Mais on se rend compte qu'il y a sur certains points des convergences entre ces mondes de la moto. Maintenant on parle de speed bike, mais un speed bike, pour moi c'est un cyclomoteur électrique, hein, c'est pas très différent de ça. Donc voilà, je pense qu'on s'est déjà posé ces questions-là il y a 3 ans, on se les reposera peut-être encore dans 3 ans, comment tout ça va se segmenter. Est-ce que c'est la compétition qui va mettre des limites à chacun de ces mondes, ou est-ce qu'ils vont continuer de se côtoyer, voire de se superposer de temps en temps? C'est la question qu'on se reposera peut-être dans quelques temps. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à commenter cet épisode, à le partager, puis à nous vous envoyer sur les réseaux, directement sur les réseaux sociaux Tous en Selle, ou sur nos propres réseaux, des messages, des commentaires et des sujets que vous souhaitez que l'on aborde dans les épisodes à venir. Mais en tout cas, voilà, cet épisode était sur le vélo électrique. Certes, ce n'est pas une solution universelle, mais un outil multifacette qui répond à différents besoins. Un grand merci à vous, un grand merci JP. Merci Arnaud, merci à tous et à bientôt. Et à très bientôt pour un nouvel épisode sur le podcast Tous en Selle. Merci. Ciao, ciao.